Vous vous sentez, vous classez tout de même parmi les intellectuels. Ben oui, hélas. Pourquoi Comment hélas? y échapper? Parce que le spectacle qu'il m'offre aujourd'hui, en 1970, n'est pas très réjouissant. Et même depuis la fin de la guerre, il n'y a pas de quoi être fier d'appartenir à cette secte. Volage, Oui, mais tout de même, qui se précipite en dans tous étant les ce que vents de la vous êtes, mode. en étant ce que vous êtes, vous leur donnez une certaine valeur. Ben, ça, c'est vous qui le dites. Il y en a Oui, beaucoup qui bien ne pensent sûr. pas la même chose, qui pensent sans doute que je suis la brebis galeuse, la honte de la profession, le canard noir auquel on ferait bien de couper le cou. Couper le cou à coup de stylo, rassurez-vous, il en coulerait de l'encre. Ce matin du 21 juin 1993, un étonnant cortège rentre dans l'église Saint-Sulpice. Oh, ils ne sont pas nombreux, mais que coulent leurs larmes. Que font ici, les yeux embués, Roger Théron, l'emblématique patron de Paris Match, Victoire d'Outrelot, la muse de Christian Dior puis d'Yves Saint-Laurent, le communiste et résistant Jacques-Francis Roland et Alain de Benoît, le fondateur de la Nouvelle Droite. Que font ici, au fond de l'église, la haute stature courbée de Patrick Modiano et celle, chétive et gracieuse, de sa mère, Louisa Colpane. Que font ici, tremblants et bouleversés, Mireille d'Arc et Alain Delon? Pourquoi Claude Lanzmann, le réalisateur du film Shoah, hoquette-t-il de douleur en s'appuyant sur un des piliers de la nef? Quel homme contient ce cercueil? Quelle voix a-t-elle pu être pour attirer ces icônes d'une époque désormais révolue pour un dernier hommage? Mon ami, cet homme, au fond du cercueil, c'est Janco. Son nom ne te dit sûrement rien. Nous ne lisons pas ses livres, ses films sont oubliés. À peine subsiste de ses 800 articles de journaux une phrase. Le poids des mots, le choc des photos. Oui, c'est de lui. Un spectacle de théâtre parisien encore mentionne son nom, celui de Fabrice Lucchini. Mais pour le reste, il n'y a plus rien. Et pourtant, mon ami, ce que donne Janco à ses rares lecteurs, tu peux à peine t'en douter. Une voix telle que la sienne, c'est ce que nous n'entendons jamais, ni dans la vie, ni dans les livres. Cours, t'y abreuver. Rends-toi à Carcassonne, va te cacher dans les murailles de la cité médiévale, et le soir venu, rends-toi dans le cimetière de la Comte. Tu y trouveras sa tombe, dressée et solitaire, à l'image de ce qu'il fut toute sa vie. Assieds-toi, le tombeau s'ouvre, Co te regarde. Ses yeux de cathare sont noirs et ses pommettes sont saillantes. Il hurle. J'ai écrit. Pourquoi ? Parce que mon époque ne me ressemblait pas. Si elle avait été plus digne et plus noble, je l'aurais vécue, sans éprouver la nécessité de la marquer à l'épaule et de mon encre. Mais au fil des années, je me suis aperçu que la quasi-unanimité de mes confrères ne tenait un stylo que pour mentir nos tristes temps et leur pauvre vie. Et toi, jeune homme, si tu es là, si tu es venu à ma rencontre, c'est que tu es ce que j'ai été. Moi aussi, comme toi, j'étais une ambition débordante. Ma jeunesse fut un grand feu, et mes courtes nuits, passées à lire, s'imaginaient de grands destins. Mon corps vibrait au soleil de la campagne occitane. Je plongeais mon corps sec dans les cours d'eau, et je n'avais qu'un rêve, écrire. Mes parents, pauvres et purs, se firent convoquer par mon professeur au lycée, et, aussi inquiets qu'ils étaient ignorants de ces choses-là, acceptèrent de m'envoyer en classe d'Hippocagne à Louis-le-Grand. L'ascension commença. En 10 ans à peine, l'enfant aux parents analphabètes devint le secrétaire de Jean-Paul Sartre, l'ami de Boris Vian et de Juliette Gréco, et le regagnant d'un prix Goncourt. Vos fantasmes d'aujourd'hui, sur Saint-Germain-des-Prés, furent le quotidien de ma jeunesse conquérante. Auréolé de gloire au milieu de ces Parnassiens et de cette gauche sartrienne aujourd'hui idéalisée par tant de jeunes qui ont ton âge, j'ai eu la tentation du galet. Oui, j'ai failli devenir rond, lisse et semblable à ceux qui m'avaient accueilli à Paris alors que je n'étais qu'un fils de paysan
analphabète occitan. Mais, mon jeune ami, si tu es là aujourd'hui à écouter fébrilement les leçons d'un homme seul dans la mort, c'est que j'ai vécu comme j'ai écrit et comme j'ai parlé. J'ai eu la voix de ma vie. J'ai trahi et je suis devenu. Tu n'es pas le seul à être venu me voir. J'en vois beaucoup, des hommes comme toi, qui n'en peuvent plus, de leurs jeunes congénères qui insonorisent leur vie par des combats politiques abstraits, dans des paradis artificiels de drogue et de musique, pour tenter d'échapper à la lente étreinte d'une vie gâchée. Si tu es là, c'est que tu as la très étrange impression de faire partie d'un immense organisme qui se meurt. Quel est-il ? Nation ? Peuple ? Race ? Société ? Culture ? Civilisation ? C'est tout cela, clair et confus, mêlé, démêlé. Un immense organisme qui se meurt et veut mourir. Un mot le résume. Décadence. Tu sens que la vie proposée à la jeunesse occidentale est une existence à ras de regard, à ras de terre, à ras de sexe, que les intellectuels mentent aux jeunes gens, méprisent le peuple et auréolent cette décadence d'une morale qu'ils veulent élever et métaphysique, mais qui n'est en réalité que jargonneuse, évanescence, qui prolonge la déchéance de notre civilisation, la décomposition de nos volontés de puissance et la perte des aspirations hautes de la jeunesse. En un mot, une morale qui se fait le socle de la décadence. Voilà pourquoi j'ai trahi. Voilà pourquoi j'ai été haï. Je n'ai pas voulu participer à ce grand mensonge des intellectuels qui échauffe le besoin de liberté de la jeunesse pour mieux les berner. J'ai viré ma cutie et j'ai hurlé aux rares jeunes bergers qui m'écoutaient « Non, la liberté ne consiste pas à s'abîmer dans les libertés et les tolérances. Non, la liberté qu'on vous offre n'a aucune densité. » Piégé dans une société et une civilisation sans âme et sans foi, que vous offre cette liberté dont vous hannez le besoin ? Dans cette société à la naïveté moralisante, vous êtes libre, oui, mais libre de quoi ? Pourquoi ? Libre d'être des quelconques, dans la foule sans rêve, sans foi, sans espoir, pressés dans des fourmilières d'angoisse, les grandes villes, d'où vous ne vous évadez qu'à des rythmes de fuite ? Voilà pourquoi tu es là. Mes paroles te nettoient le cœur et t'éclaircissent la tête. Je t'offre la possibilité de connaître la réelle liberté, celle de l'élan, de la foi, du sacrifice de toute une société jetée et projetée dans ce qui la dépasse, l'aspire et la transcende. C'est avec l'assurance modeste d'un mort qui a bien connu la vie et la volonté d'une vie haute que je te le dis. Ce qui existe comme valeur n'est pas la liberté, mais ce qu'on fait de la vie. À quoi donne-t-on sa vie ? Voilà la vraie question. Tu commences à comprendre maintenant pourquoi ces gens si différents et si précieux sont venus ce 21 juin 1993 alors qu'ils accomplissaient tous leur haute ambition. Comme avec toi ce soir, mes mots n'étaient pas ceux des démagogues et des philosophes. Je leur ai communiqué un élan. Je les ai entraînés en eux-mêmes au lieu de les convaincre. Je leur ai montré comment rejeter cette fraternité d'esclaves qu'on nous instille depuis notre plus tendre enfance afin de ne pas finir comme ceux qui veulent oublier que leur vie n'a aucun but, aucune eschatologie, aucune destinée. Je leur ai insufflé ma morale, celle de la puissance épurée du doute, celle de la force avec le sentiment de la parfaite légitimité et de l'innocence absolue de celle-ci. Dans ce siècle d'égalitarisme morbide et de débordement démocratique, mes écrits permettent de cesser de participer au jacassement moral de notre civilisation qui est inversement proportionnel aux forces de vie qui la gonflent. Avec moi, tous ont retrouvé une vraie morale, celle qui ne se jaugeait non pas à l'éthique, non pas parce qu'elle était bonne, mais parce qu'elle triomphait. Certains me répliquèrent : « Que me racontes-tu ? Nous vivons dans la paix et la prospérité. Si nous n'avons plus de grandes conquêtes et de foi, au moins existons-nous dans la promesse bourgeoise d'une vie calme, libre et paisible. » « Mais, leur criai-je, avec quoi aujourd'hui faites-vous vivre ou mourir des hommes ? Croyez-vous réellement que l'homme moderne est réellement heureux grâce à son automobile, à son frigidaire, à sa machine à laver, grâce à des biens matériels
et à une organisation de la vie réglée comme du papier à musique? Heureux d'avoir, mais non plus d'être? Heureux de posséder, mais non plus de faire? Croyez-vous réellement qu'une fois enrichi de ses biens matériels, l'homme moderne oublie qu'un travail morne et vide, vacances vides et mornes, que le travail de troupeau entraîne le loisir de troupeau, que la vie d'insecte n'apporte qu'un bonheur d'insecte? Votre paix n'enveloppe qu'une chose, l'angoisse d'une existence dénuée de sens, car le bonheur n'a qu'un nom vrai, ancien et moderne, la foi de n'importe quelle utopie politique. Les bourgeois et les intellectuels ont menti. L'égalité n'est pas le premier souci naturel et moral des hommes, non plus leurs besoins. Ce que les hommes veulent, ce que les hommes désirent, c'est vivre selon leur morale, c'est-à-dire selon le but de grandeur qu'ils se sont fixés. Voilà le bonheur que je te propose. Voilà pourquoi, sans avoir eu d'école de pensée, j'ai eu tant d'amis et d'élèves fugaces. Ma voix a résonné dans leur cœur et leur a offert cette morale salutaire, le refus du bavardage philosophique, de ce moralisme qui tatillonne et qui grouille partout. La seule morale que j'ai aimée est celle qui s'avance avec style et grande allure, et dont la joie et la vigueur inventent les codes et les raisons. Elle se hausse et rue vers la vie en laissant la morale lancée à ses trousses, se débrouiller comme elle peut. Ô jeune homme, cesse de comprendre. Tes réels ennemis ne vivent pas dans une nébuleuse morale comme tes congénères complexés. Ils ont quelques principes, très simples et très forts. Soudain, Janco sortit de sa tombe. Il tapa le dos du jeune homme. Tu jugeras, car c'est à coup de jugement que tu découperas le monde, que tu choisiras et que tu seras un homme de passion et de vie. La compréhension est molle. Tu diras durement oui ou non, et tu te jugeras. Et tu diras j'ai perdu ou j'ai gagné. Et non, il n'y va pas de ma faute ou je suis un rien que tout a accablé. Loin de t'éloigner des autres et de la société, le jugement t'apprendra l'amour. Il ne me souvient d'avoir aimé ce que j'avais parfois condamné, mais jamais ce qui m'avait laissé tiède et inerte. Délaisse le comportement moderne qui consiste à ne rien affirmer, à rien vouloir, et à tout enrober de doutes et à tressauter de velléités vaines. Il faut être comme le héros qui disait « Je suis responsable et je veux l'être ». N'aie pas peur de vouloir conquérir. Souviens-toi, que vaut une vie dont seul compte le niveau et non point la qualité? Rien. La quantité est démocratique. La qualité, non. C'est cher la qualité. Ce n'est pas à la portée de la première âme ou du premier caractère venu. Elle ne peut être inventée que par quelques-uns, si l'on veut ensuite qu'elle soit admirée par tous. Rejette la règle médiocre du bourgeois qui n'éprouve à l'égard de sa propre personne que défiance et mépris. Souhaite la différence. À toi d'être le plus fort et le meilleur. À toi les joies et les désespoirs de l'ascension. Souhaite le retour d'une hiérarchie, fille d'un dur mérite, qui séparera les hommes et qui fera que certains d'entre nous, une minorité, seront des maîtres et des héros. Ne te laisse pas avoir par ces bourgeois qui voient rouge, trépignent et s'échauffent à ouïr ces propos dont ils sentent qu'ils ne pourront les réaliser. Tu seras critiqué, et avec finesse. Car tu dois apprendre que l'erreur peut être savante, cultivée, redoutable, génialement avocassière, intelligente et débordante d'exemples et de preuves qui la fortifient. Alors, il s'agira de ne pas trembler, lorsque toi, qui es accroché à ton esquif, tu vois déferler de cette erreur les hautes et luissantes vagues. Ne te laisse pas intimider parce que tu es seul. Alors, ami de cette morale élitiste, qui est volonté d'amour et de fraternité vraie, sois vainqueur. L'œuvre d'art, le chef-d'œuvre, est aussi le glaive jeté dans le plateau de la balance. N'aime que la volonté. Rejette les profusions d'idées et de désirs qui ne sont que les ailes brûlées de la liberté. Rejette cette exaltation moderne de l'inclusion. À ces ayatollahs modernes, parleurs durs et clairs. Oh, soit toutes les tendances devraient s'exprimer. Mais entendons-nous bien, avec 1000 tendances, vous n'aurez jamais une volonté. Avec 1000 courants, vous n'aurez pas un fleuve,
mais un lacis de ruisseaux aux directions affolées. Je vous le dis, avec 1000 hérésies, vous n'aurez pas une église. Avec 1000 désirs, vous n'aurez pas un amour. Que ferez-vous de 1000 soldats sans capitaine, d'enfants sans père et sans maître? Et que valent des millions de mots sans l'ordonnance d'un style, des millions d'hommes s'ils ne sont pas un peuple? Appelez ça inclusion si vous voulez. J'appelle ça un magma. Le soleil se réveille. Derrière la cité médiévale de Carcassonne commencent à poindre les premiers reflets érubescents. Janco se retourne. Je dois retourner dans ma tombe. Porte mon message. Reviens me voir. Je te parlerai d'autre chose. Je te raconterai comment j'ai aimé la littérature et les mots, comment ceux-ci m'ont hissé, moi, enfant pauvre, comment, grâce à eux, j'ai rencontré les grands de ce monde, retiré les masques, comment leur puissance m'a isolé des hommes qui me craignaient. Je te raconterai aussi de jolies histoires, d'enfants joyeux et libres, et d'innombrables anecdotes sur les chantants villages de mon enfance. Je te raconterai mes souvenirs de Saint-Germain-des-Prés, ma relation avec Alain Delon. Je te raconterai comment, moi aussi, j'ai été un homme du monde, au regard fier et altier. Reviens me voir, j'ai encore beaucoup à t'apprendre. La tombe se referme. Jeune homme, si tu es encore là, rassure-toi. Les soubresauts qui t'agitent sont prévisibles. C'est la découverte d'une voix et d'un homme inégalé, qui a connu son siècle et s'est dressé contre ses errements. Nous, qui te lisons ce texte, sommes également passés par ces cahotements intimes, conséquemment à la lecture de ces 60 livres. Nous reviendrons bientôt. Tu peux compter sur nous, car, comme toi, nous étions ces jeunes à la recherche d'une boussole, et, comme toi, nous nous sommes dit, Janco, comment avons-nous pu t'oublier ?